Bonjour à tous. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans quelques jours, les électeurs des États-Unis s'apprêtent à choisir leur nouveau président, Donald Trump ou Kamala Harris. Vous apprendrez peut-être quelque chose si je vous dis que dans les bureaux de vote des États-Unis, partout vous trouverez des bulletins de vote rédigés en anglais, c'est bien normal, mais aussi, selon les lieux, en espagnol, en arabe, en mandarin, en persan, en ourdou, en arménien, etc., etc. Et oui, parce que aux États-Unis, on considère qu'il est essentiel pour qu'un citoyen puisse exercer son devoir de citoyen, choisir ses dirigeants en toute connaissance de cause, qu'il ait accès au moment du vote à un matériel électoral dans sa langue pour qu'il puisse la comprendre, et puis également des professions de foi auparavant pour qu'il puisse étudier les programmes des candidats. C'est vrai dans tous les États ou les comtés où il y a une proportion significative d'une communauté linguistique. Alors, je sais bien que les journalistes ont l'esprit mal tourné et que je suis journaliste, mais de ce fait, j'ai imaginé dans mon infolettre de l'Express cette semaine, sur le bout des langues, la même situation en France. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, du point de vue des communautés étrangères, que par exemple, dans les banlieues populaires de Lyon, il y a une forte communauté d'origine maghrébine. Il faudrait prévoir des bulletins de vote en arabe. Qu'à Montreuil, à côté de Paris, où il y a une forte communauté malienne, il faudrait prévoir des professions de foi et des bulletins de vote en Bambara. Ça veut dire qu'à Marseille, où il y a beaucoup de Mahorais, on prévoit des bulletins de vote en chez Maori, en Kibushi, etc., etc. Puis de point de vue régional, ça veut dire qu'à Fort-de-France, par exemple, on prévoit des bulletins de vote en créole martiniquais, qu'à Biarritz, il y a des bulletins en basque, à Morlaix, des bulletins en breton, etc., etc. Vous m'avez compris. Ça nous paraît fou, hein, honnêtement. J'ai parlé de cette idée avec quelques collègues au journal ou des connaissances autour. Les gens regardent avec des grands yeux. Et pourtant, c'est pour ça que ça me paraît intéressant. Les États-Unis, qui, quoi qu'on en pense, qui sont une démocratie, fonctionnent comme cela. Il y a des pays à travers le monde où on fonctionne comme cela. Les États-Unis ne sont pas les seuls. Et ça ne choque personne. Ça paraît normal. Ça paraît l'idée que ce que je disais tout à l'heure, pour qu'un citoyen exerce son droit de vote, c'est mieux qu'on utilise la langue dans laquelle il est le plus à l'aise, il fera un choix plus éclairé. Je rappelle que la première révolution française, la toute première, dans les années 1789, 1790, 1791, on traduisait les lois dans les différentes langues du pays avant d'arriver à une vision plus monolingue qui nous a un peu formaté. On est habitué à ce qu'il n'y ait qu'une seule langue, qui ait tous les droits et seulement elle et rien pour les autres. Voilà, il y a d'autres pays à travers le monde qui fonctionnent différemment. Je livre cela à votre réflexion. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de cette infolettre, où vous avez beaucoup plus de détails sur ce sujet et sur d'autres sujets qui touchent aux langues. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.